Bonsoir. Donc, par un souci de communication claire, André Ravero a souhaité que son texte soit lu par quelqu'un d'autre, mais il répondra avec plaisir à toutes vos questions à la fin de la conférence. Tu parles dans le micro. Je vais faire attention. Donc, quand André était encore étudiant en architecture, ses références étaient les architectes Auguste Perret et Le Corbusier. L'un et l'autre sont des maîtres dans l'utilisation du béton armé, matériau qui révolutionne cette époque et transforme les formes et manières d'envisager l'architecture. Donc, ces influences se renforcent par d'autres maîtres du mouvement moderne, comme Wright ou Mies van der Rohe, architectes modernes utilisant tous comme matériaux le béton armé, l'acier et le verre. Ceux-ci relèguent certains matériaux comme la pierre et le bois au deuxième plan. Leurs œuvres sont des exemples d'architecture internationale, prétendue universelle, qui prend des distances vis-à-vis de l'environnement social et climatique des différentes régions du monde au profit d'une architecture s'appuyant sur les principes de la modernité et les progrès de la technologie. Au Japon, le lésionnement que permet le béton armé est une précaution antisismique. On accepte des équarrissages importants et on en tire une plastique inégalable qui époustoufle André. Pourtant, aujourd'hui, vis-à-vis des réflexions menées sur la durabilité de l'architecture et la nécessité de la préservation de l'environnement, on peut critiquer l'univoque utilisation des matériaux béton armé, acier, verre, qui sont des matériaux très énergivores. Aujourd'hui, les préoccupations d'André se portent sur l'analyse des détails. À ses yeux, tout est détail, comme le disait son maître Auguste Perret, reprenant un propos de Paul Valéry. Donc, sur cette image, on voit que l'épaisseur des colonnes s'accorde à leur sommet avec l'épaisseur de la poutre qu'elles portent, tandis qu'à la base, c'est la résistance à l'écrasement du matériau qui régit son épaisseur. Donc la base peut s'amenuiser, tandis que le sommet se développe. On y retrouve cette forme cohérente autant chez Le Corbusier que chez Perret ou encore ici à Knossos. Il n'y a qu'une seule manière de faire, quelle que soit la période. Cette cohérence s'allie à une recherche d'économie de matière. La colonne cylindrique apparaît donc comme une facilité. Alors, ici, à la chapelle du couvent de la Tourette, elle repose sur un piétement cruciforme. C'est un intérêt constructif car il divise l'effort du plancher. Cet équilibre est impossible à réaliser sans le béton armé. Il est impossible de faire tenir un panneau de maçonnerie sur un point d'appui médian. Sur la photo de droite, ce découpage à l'intérieur de la trémie est également impossible dans n'importe quelle autre matière. C'est une des grandes qualités de Le Corbusier d'avoir fait de la plastique avec ce matériau. Mais cette architecture peut être faite sous toutes les latitudes. C'est une architecture internationale et non située. La matière n'est pas présente sur place. C'est lors de son voyage en Algérie qu'André Ravero mesure l'importance de la relation étroite entre l'architecture et son environnement. Encore étudiant, ce voyage au Mzab, cette région extrêmement chaude et sèche, lui a permis de faire la relation entre l'ingéniosité de la construction vernaculaire et le bien-être ressenti dans ses bâtiments. Il analysera comment le Mzab est organisé, autant dans sa construction que dans son organisation spatiale, pour répondre aux contraintes d'un climat donné, des matériaux disponibles et de la culture qui lui est associée. Cette analyse de l'architecture du Mzab va alors lui dévoiler les subtilités des procédés utilisés dans l'architecture traditionnelle normande. C'est en comprenant les implications pratiques de la sécheresse du Mzab qu'il va comprendre comment est traitée l'humidité de la Normandie, qu'il va porter un autre regard sur une architecture familière et trop souvent présentée à l'école comme inintéressante et désuète.
Il va donc décider de faire son sujet de diplôme sur la Normandie. Donc, dans son diplôme, il a pris soin de mettre en pratique les savoir-faire traditionnels. Il découvrit au fur et à mesure de ses analyses ce qu'aucun enseignement ne lui avait suggéré. Il développa les façades des pièces de vie au sud, les chambres à l'est, pour bénéficier de la lumière du matin, et s'intéressa au vent. Le vent d'ouest amène les précipitations. Les façades qui y sont confrontées sont équipées d'un bardage de clin badigeonné de bitume, tout comme les soubassements pour le protéger contre les éclaboussures de la pluie. Donc, une vingtaine d'années plus tard, André travaille au Mali. Le terrain de la maternité se trouve en vis-à-vis de la grande mosquée de Mopti. Lorsqu'André s'y est rendu pour prendre connaissance du terrain, des ouvriers étaient en train de gâcher du banco pour des constructions voisines. Il a donc opté pour ce projet de construire en terre, puisque la main-d'œuvre en connaissait la technique. Ce choix a été guidé par la disponibilité du matériau et de sa mise en œuvre, plutôt que par souci écologique. Dans cette région où la lumière est intense, il est nécessaire de prendre la lumière en partie basse pour limiter sa pénétration. Donc à gauche, on voit qu'il a protégé l'échauffement des menuiseries métalliques du rayonnement du soleil par une casquette extérieure au bâtiment, en prenant la précaution de séparer la couverture d'un léger jour pour laisser évacuer l'air échauffé. En variante, sur la partie droite, il a au contraire créé un retrait, toujours pour protéger la menuiserie, en offrant ainsi l'espace d'une étagère. Donc, ici, on retrouve la maison du docteur et un dispensaire, donc dans ce projet à Mopti. Et ici, c'est le parvis de l'entrée. Donc, à Mopti, André a choisi de construire en terrasse. Il y avait un plafond plat et des ventilations hautes. Et les ventilations hautes étaient manœuvrées par des ficelles, car il se méfiait que la quincaillerie soit de mauvaise qualité et bloque les ouvertures, soit en position fermée, soit en position ouverte. En réalité, les ficelles se sont cassées et n'ont pas été remplacées, ce qu'André n'avait pas prévu. Donc, la moitié des ouvertures sont donc restées ouvertes et l'autre fermée. Ici, à Ouagadougou, au lieu de faire un plafond plat, il a opté pour des voûtes, afin que l'air chaud soit conduit nécessairement au sommet, dans son axe, ce qui permet de faire l'obturation par un système mécanique pivotant et manœuvrable directement à la main, sans risquer de se casser. En conséquence, il s'est retrouvé à faire une voûte en terre et a rejoint la réflexion d'Hassan Fati, dont il ne connaissait pas l'existence à Mopti, mais qui avait fait la préface de son livre sur le Mzab après avoir reçu sa compagne Manuelle Roche et sa fille Maya Ravero. Il l'a enfin rencontré, donc Hassan Fati, lors de sa remise du prix Aga Khan pour son projet de l'hôpital de Mopti en 1980. Sur ce projet à Ouagadougou, en plus de la ventilation qui se trouve en partie haute, André a pris le soin de mettre 2 ouvertures dans les angles de chaque côté. Donc, les ouvertures dans les angles permettent de faire circuler l'air sans qu'il n'y ait de stagnation dans les angles, comme quand les ouvertures se trouvent au centre. Donc, sous chaque latitude, du pôle à l'équateur, l'habitat est soumis à la nature de son climat. L'ensoleillement, le degré d'humidité et les vents dominants. On pénètre dans un igloo, dans un sas, pour assurer la stagnation de l'air, pour rendre l'espace hermétique.
alors qu'à l'équateur, le confort est celui d'un abri sous l'arbre. Les hommes suivent la migration du gibier d'un tropique à l'autre, et quand ils vont se sédentariser, à l'équateur, il se suffit de faire un hangar couvert végétalement et laissant circuler l'air en prenant soin de se coucher dans des hamacs étant donné l'humidité du sol. Dans les régions intertropicales, donc chaud et humide, il suffit d'une couverture végétale pour assurer le confort, là où la vie se passe à l'extérieur. Au Sahara, là où il fait sec et chaud, la maison est close avec un minimum d'éclairage. En région méditerranéenne, l'ensoleillement est capté à l'intérieur de la maison dans une cour intérieure. Et dans les conditions nordiques, où il fait froid et pluvieux, les ouvertures sont latérales. On voit que la réponse aux conditions climatiques présente des diversités au sein d'un même pays. En Normandie, les précipitations arrivent avec les vents d'ouest. Les façades ouest sont donc protégées par des pans d'ardoise ou en faisant des avancées conséquentes des toits de chaume. En Bretagne, sous le même régime, les murs de granit sont suffisamment imperméables à l'humidité et ne nécessitent pas de parements supplémentaires. Ce régime des vents d'ouest apportant la pluie se retrouve dans toute la partie nord jusqu'en Allemagne. Ce dessin que l'on voit ici, il a réalisé lorsqu'il était prisonnier en Allemagne et il est intitulé « Pluie qui vient de l'ouest ». La région qu'il habitait à l'époque était alors la Normandie, donc c'est un dessin émotionnel. Cette pluie venait de chez lui, alors que s'il avait habité comme aujourd'hui dans la vallée du Rhône, ça n'aurait pas été le cas car la pluie vient du sud comme en Grèce. Donc sur ces trois images, on voit que le ruissellement de l'eau est aussi assuré, autant en Normandie qu'en Bretagne, que sur cette construction moderne. Donc, pour conclure, les variations d'éclairement, ils suivent les variations d'éclairement suivant les méridiens, elles sont constantes. La hauteur du soleil est toujours la même. Selon les latitudes, les protections sont relatives au relief, que l'on soit en plaine, au niveau de la mer ou en altitude. Par exemple, en région tropicale, l'on trouve en basse altitude des cocotiers, alors que sur la même latitude, sur les bords du Kilimandjaro, on y trouve de la neige. En France, dans les Alpes, en altitude, une région où la saison des neiges durait plusieurs mois, l'ensoleillement suffisait par la réverbération de la neige. Les ouvertures sont situées donc en partie basse comme à Mopti. Mais avec le réchauffement climatique, les régions enneigées le sont moins et les fenêtres seront obligées d'aller chercher la lumière comme en Flandre. C'est pourquoi André pense que les écoles d'architecture, selon leur situation géographique, devraient consigner les dispositions de leur héritage régional. À partir de cela, on pourrait créer des réflexions sur son adaptation au changement climatique pour devenir un laboratoire de réflexion. Bien, après cet exposé, je vais essayer, moi, de présenter. On fera la discussion peut-être après, quand j'aurai dit mes âneries. Hein, tu me critiqueras un peu. Alors, évidemment, dans ce que nous a montré André, la question du vernaculaire apparaît un peu centrale, c'est-à-dire que, et bien sûr, ma première question, déjà, c'est si nous devons nous inspirer du vernaculaire, ça veut dire qu'est-ce que ça peut bien signifier l'inspiration vernaculaire. Alors j'ai été un petit peu à regarder évidemment ce que ça voulait dire et on se rend compte finalement que dans toute l'architecture du XXe siècle, les architectes sont largement référés au vernaculaire. Et le premier d'entre eux, dont tu as parlé tout à l'heure, Le Corbusier.
Donc Le Corbusier va même, vous savez qu'il a fait un voyage en Orient pendant ses études, enfin au Proche-Orient exactement, et il va jusqu'en Turquie et va faire des magnifiques croquis dont on connaît tous les fameux carnets de Le Corbusier, et il va même dire que son architecture et même la Villa Domino, enfin cette villa qui est célèbre de poteaux avec des dalles, lui aurait été inspirée par ces konaks, ces maisons stambouliotes qu'on trouve donc sur les bords du Bosphore. Et donc ça, c'est une première référence. On en trouve même une autre dans son travail. Alors je ne me suis pas livré non plus à un travail exhaustif parce que je pense qu'on pourrait citer bien sûr la célèbre, le monastère, le couvent ça ne me revient plus en Italie, d'Emma, c'est ça, ouais, d'Enna, Emma, je ne sais plus, qui va... Ah, pardon, ça fait du bruit. Ah oui, pardon, c'est pour... bon. Donc le Corbusier va même dire qu'il s'est inspiré pour le couvent de la Tourette des météores, des couvents, enfin des monastères qu'il avait visités dans les météores en Grèce. D'autres aussi, bien sûr, on connaît tous le travail de Frank Lloyd Wright et son influence par rapport au Japon, par rapport à l'architecture japonaise, donc il a souvent revendiqué, et puis même aussi beaucoup plus récemment, plus près de nous, Renzo Piano revendiquant l'influence de l'architecture kanak pour son centre Jean-Marie Djibaou à Nouméa. Il y en a bien d'autres aussi. On pourrait penser aussi à Bruno Taute dans son travail sur le palais de Katsura au Japon, qui était une sorte qui a été un référent pour les architectes, disons de la modernité. On sait aussi Van Eyck avec son travail sur les dogons. Enfin, je pense que. Mais dans le fond, on pourrait presque dire que le vernaculaire serait une sorte de réserve inépuisable de formes que chacun donc pourrait utiliser et puiser à sa guise pour son travail. Mais ça me paraissait quand même un peu trop simpliste. Et je me suis amené, bien sûr, comme chacun peut le faire, c'est de se dire mais qu'est-ce que c'est dans le fond que le vernaculaire ? Alors, le vernaculaire, c'est ce qui appartient à un peuple particulier, dans la langue, notamment les constructions, l'art, la peinture, les arts, disons, traditionnels. Donc, parce qu'ils appartiennent surtout à un lieu, enfin, non seulement à une population, mais à un lieu aussi géographique déterminé. C'est très important parce qu'André l'a très bien dit dans son exposé, c'est que suivant les régions du monde où on va avoir des architectures effectivement différentes, aussi bien en fonction des ressources du terrain en quelque sorte que des conditions climatiques qui ont une importance considérable. Parce que vernaculaire, en fait, ça a une racine latine qui est verna, qui veut dire esclave né dans la maison du maître, donc et par extension qui a donné vernaculaire. La construction vernaculaire donc appartient en fait à une économie locale. Sa fonction, c'est d'abord celle d'abriter les hommes pour donc y vivre, mais aussi bien sûr pour leur activité économique. Et elle, comme je l'ai dit, emprunte ses ressources de construction, enfin ses matériaux de construction aux ressources locales. Et bien sûr, ces ressources sont, et c'est ça une des caractéristiques assez fondamentales, sont principalement des matériaux naturels, donc puisés sur le site. Et ensuite, tout cela est mis en œuvre, bien sûr, dans des dispositions constructives qui répondent aux conditions climatiques.
Donc il y a une adaptation de ces architectures donc très étroite avec les conditions climatiques. On peut dire donc une économie par rapport aux conditions de confort qu'on va créer dans les dispositions utilisées pour contrôler ce climat. C'est assez intéressant, bien sûr, je ne vais pas non plus faire un travail d'historien là-dessus, mais c'est que on connaît tous la très grande exposition Architecture sans architecte qui avait été montée par Bernard Rudowski et que c'est à noter qu'en fait c'est assez amusant que tous nos architectes du XXe siècle font référence à ces architectures sans architecte. Je ne sais pas comment interpréter tout ça, mais je pense que ça serait intéressant. Alors, je suis passé un peu vite, j'ai parlé un peu vite, j'ai oublié de vous montrer ces magnifiques images, effectivement, d'architecture vernaculaire. Tu vois quelque chose, là? Voilà. Donc, on a bien sûr Santorin en Grèce, on voit aussi des architectures dans des climats très différents, donc en Irlande, ou alors même dans des lieux donc très différents. Vous voyez cette extraordinaire richesse de l'architecture vernaculaire qui bâtit les choses en fonction donc des données climatiques et des matériaux et des ressources disponibles. Ça, c'est quelqu'un, évidemment, qui m'a beaucoup marqué, puisqu'on va parler un peu de ses influences. Quelqu'un qui m'a beaucoup marqué aussi, et je voulais le mettre ici, c'est Hassan Fathy, bien sûr. Parce qu'Hassan Fathy, lui, va se référer à l'architecture vernaculaire. Ici, c'est le Nouveau Gourna, donc le village qu'il a construit. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Hein, vous savez qu'on a dû déplacer une population qui vivait sur les tombes donc de l'Égypte ancienne et qui les pillait. Donc, on a dû déplacer la population. Et Hassan Fathy a été chargé de reconstruire un nouveau village. Et ce village, il l'a construit en utilisant les techniques traditionnelles, notamment celle de ce qu'on appelle la voûte nubienne. Vous en trouverez encore qui datent de 3 ou 4000 ans, qui sont pas très loin d'ailleurs de Gourna, et qui existent encore, qui sont toujours en place. Donc ce sont des voûtes construites en briques de terre mêlées de paille, suivant une technique qui évite, comme vous le voyez très bien sur la photo, qui évite d'avoir des échafaudages. Alors, ma position à moi personnelle par rapport à cette architecture vernaculaire, c'est que je pense quand même que l'architecture moderne n'y a cherché qu'un modèle formel. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas une volonté de comprendre ce que cette architecture pouvait signifier. Et on pourrait presque dire même que ces références-là sont perverties, puisque dans le fond, Le Corbusier peut se référer à ces architectures traditionnelles, mais dans le fond, il n'en a pas compris le sens. Dans la mesure où d'ailleurs il va construire en béton et simplement en empruntant des formes qui lui paraissaient correspondre à sa plastique. D'ailleurs, André l'a très bien dit, Le Corbusier était avant tout un plasticien. N'oublions pas la formule d'André Bloch qui, dans l'architecture d'aujourd'hui, avait dit « Non mais Corbusier, c'est pas un architecte, c'est un plasticien ». Donc ça dit quand même assez bien le travail de Le Corbusier qui est avant tout celui d'un plasticien. Alors sans vouloir débattre longuement sur cette position qui en fait n'était qu'une position formelle et qui devait correspondre certainement à une position aussi économique, voire même, j'allais dire, presque un positionnement idéologique qui permettait la justification
comme l'a dit André, de faire une architecture qu'on pouvait mettre n'importe où. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi bien construire ici, en France, au Japon, aux États-Unis, en Amérique du Sud, là où Le Corbusier est intervenu. On voit bien que, alors je le prends lui un peu comme tête de Turc, hein, mais c'est pas, ils sont tous pareils. Hein. Je veux dire qu'il y a quand même dans la démarche moderne un oubli de ce qu'a été justement le sens du vernaculaire, donc de ce rapport extrêmement étroit entre une disponibilité de matériaux et une réponse à des conditions climatiques, tout ça dans un but absolument extrêmement simple, qui est celui de la recherche d'un minimum de dépenses énergétiques pour construire. Hein. C'est enfin, la clé finalement de cette démarche du vernaculaire, elle est là. Le vernaculaire, c'est construire pour soi-même, par soi-même, et donc ce qui est vernaculaire échappe totalement à la dimension marchande. Elle n'est absolument pas destinée à être vendue, donc elle échappe totalement à l'économie, disons, qu'on a connue depuis 2 siècles, donc une économie de productivité, d'échange, en vue effectivement de faire croître un capital initial. Donc c'est l'opposé de la démarche vernaculaire, et c'est en ce sens-là que j'ai essayé, moi, de comprendre le vernaculaire comme, alors je m'excuse, je fais un petit peu tout à la fois, que j'ai essayé de comprendre le vernaculaire comme plutôt un enseignement de l'économie d'énergie et donc du développement durable. Alors bien sûr, alors je vais passer rapidement, alors ça tu vas pas reconnaître, c'est Drop City, c'est des trucs américains, bon. Évidemment, quand j'ai commencé mes études, c'était un moment où il y avait les grands mouvements contestataires sur donc l'hyperconsommation, etc. Donc tous ces mouvements alternatifs m'ont beaucoup marqué, parce que c'était évidemment une recherche d'un retour vers quelque chose donc de plus simple et de plus direct avec la nature et avec les conditions bien sûr climatiques. Alors la crise pétrolière de 76 évidemment nous a quand même beaucoup touchés, dans le sens où on s'est rendu compte que le monde et nos ressources avaient une finitude et qu'on ne pouvait pas user et continuer à user des choses sans mesurer effectivement les conséquences qu'elles pouvaient avoir sur notre environnement et donc quelque part sur nos conditions de vie. Et c'est dans cette... alors, je ne vais pas tout vous raconter, mais cette volonté m'a amené aussi à m'engager dès ma 2e année d'architecture à intégrer une société, enfin une entreprise qui était une coopérative ouvrière de production où on construisait des maisons en bois et on construisait ces maisons en faisant la conception et la construction avec les habitants. Et c'est dans ce contexte un petit peu de compréhension de l'architecture vernaculaire, de cette volonté d'intervenir directement avec la population, avec les habitants, que je suis parti dans le Mzab, où j'ai rencontré André. C'est une histoire très simple. Hein. André avait un ami lyonnais, Pierre Janton, qui était aussi de l'atelier de Perret. Ils étaient tous les deux ensemble et ils sont partis là-bas, tous les deux. Et c'est par Pierre Janton, que j'avais comme professeur dans un atelier d'architecture, qui m'a proposé, il m'a dit voilà, j'ai un vieil ami là-bas à Gardaïa qui souhaite créer une sorte d'école située
et donc une école de site que plus tard on a appelé l'atelier du désert dans un livre, un livre qui a été fait sur une exposition qui était consacrée au travail d'André. Et cet atelier du désert accueillait des stagiaires. Et j'ai fait partie donc de ces étudiants qui est allé rejoindre André, voilà. Et là-bas, bien sûr, j'habitais avec André, donc on vivait quasiment 24 heures sur 24, et moi j'ai vécu une leçon d'architecture qui durait 24 heures sur 24 heures. Voilà. Tout pour André était sujet de débat architectural, tout était sujet à interrogation, à questionnement, et j'ai comme ça subi un enseignement absolument extraordinaire. Vous imaginez, sous le ciel du désert, assis sur les terrasses le soir, à entendre les chiens qui aboyaient au loin. Donc, dans ces moments merveilleux, donc j'ai appris énormément de choses, aussi bien, bien sûr, l'architecture mozabite, aussi bien les villes, les systèmes de séguillas qui arrosaient les jardins, toute cette science absolument merveilleuse que les mozabites avaient depuis 1000 ans mise en place, et donc avait créé ces villes extraordinaires. Alors, c'est un peu après avoir travaillé avec André dans le MSAB que je suis revenu en France et que j'ai décidé de m'installer quelque part dans un coin perdu de France, enfin un coin perdu, s'il m'entendait, il m'en voudrait de dire ça. C'était dans le Bugey, qui est une région, donc c'est le sud du Jura. Et bien sûr, entre-temps aussi, j'avais découvert le travail de Lyndon, enfin de FLTW, qui est donc conduit par Charles Moore, qui est peut-être un peu mieux connu, et qui lui aussi déjà avait fait une architecture aux États-Unis. Ici, on voit, c'est à droite, on voit le Sea Ranch Condominium, qui a été construit donc sur la côte ouest des États-Unis, sur le Pacifique, et avec une inspiration très directe des anciens hangars, fermes traditionnelles, enfin, disons, des États-Unis, du Far West des États-Unis. Mais aussi la découverte, et vous allez comprendre aussi l'intérêt d'un petit projet fait par Ungers, architecte allemand, qui est une architecture, comme on disait à ce moment-là, solaire. Et il avait imaginé cette petite maison dont on voit l'axonométrie et la coupe, qui consiste à créer une sorte de chœur central, habitable, et ensuite des extensions tout autour dans une sorte de serre qui fait le tour de la maison, et qui introduit à cette notion donc du nomadisme dans la maison. Alors je vais travailler ce premier projet, qui est un projet donc dans cette région bugiste particulière, et qui témoigne déjà de à peu près tous les concepts que je vais travailler ensuite par la suite dans toute ma carrière, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Hélène. Donc cette maison, eh bien, c'est un concept très simple, c'est une sorte de maison en poupée russe, si on peut dire, donc qui fait que tous les espaces d'habitation s'emboîtent les uns dans les autres. Donc on part d'un espace minimum qui fait environ 40 mètres carrés, qui permet d'avoir le confort des gens pendant les nuits d'hiver. Donc on peut se regrouper, se refermer dans cet espace. Cet espace, il a une forte inertie. On y installe aussi toutes les alimentations et les évacuations qui sont intégrées dans un mur épais. On le verra mieux peut-être sur d'autres images ensuite. Et devant, donc, on a un grand vitrage qui sert de mur trombe.
Alors cette maison, pour vous dire dans quelles circonstances je l'ai dessinée, donc c'était une maison bien sûr pour un client que j'avais, qu'il a refusé parce que pour lui l'architecture solaire ça n'avait rien à voir avec ça. Et donc comme après 2 ans de travail dans cette région perdue du budget, je n'avais rien construit parce que personne n'avait voulu me confier un projet, mais pourtant, malgré en avoir fait quand même un très grand nombre, j'ai décidé de présenter ce projet à un concours international qui était le premier concours d'énergie solaire passive que l'Europe avait lancé donc, dans ces années-là. Et par chance, j'ai gagné le premier prix. Alors cette maison, donc, c'est un cœur central qui petit à petit, donc avec une succession d'espaces tout autour, va se développer et accueillir donc les espaces d'habitation. Donc les chambres, les salons, etc. Donc ce principe que vous voyez ici un peu rapidement résumé, donc la forme générale de la maison qui s'ouvre au soleil d'hiver, qui est protégée l'été par des pergolas extérieurs, qui est protégée aussi du côté nord par des espaces tampons, etc. Tout ça, en fait, alors là, c'est quelques images aussi qui montrent comment, par exemple, les chambres sont des lits clos dans lesquels, enfin, qui reprennent un peu, vous savez, en Bretagne, on trouve des lits clos dans lesquels on peut se réfugier l'hiver quand il fait très froid. Donc on voit bien que tous les dispositifs de l'architecture vernaculaire sont toujours guidés par un souci fondamental de chercher des économies d'énergie et voire même de pouvoir se passer d'une quelconque énergie pour pouvoir maintenir le confort dans les maisons. Alors tout ça était bien sûr un ensemble assez complexe avec des extensions extérieures aussi à l'est ou à l'ouest qui étaient à la fois protection du cœur intérieur mais en même temps aussi espace occupable en fonction donc des saisons. Et tout ça, bien sûr, se réfère très directement à l'architecture vernaculaire. Vous voyez ici une vieille ferme, vous voyez au-dessus le plan. Donc, on est toujours dans ces architectures vernaculaires, donc où la salle principale de vie est toujours entourée des chambres à l'est ou à l'ouest, et au nord, on trouve les pièces annexes, comme la souillarde. La souillarde, c'est là où il y avait l'eau qui arrivait, donc qui permettait de laver, de faire la vaisselle, de laver le linge et autres, et le cellier aussi. Donc ces maisons, qui souvent d'ailleurs aussi de l'autre côté étaient protégées au sud, protégées par des pergolas, donc avec une végétation qui était donc comme des vignes qui perdent leurs feuilles pendant l'hiver, donc qui permettent au soleil de pénétrer à l'intérieur de la maison, alors qu'on pouvait aussi pendant l'été donc se mettre à l'ombre et prolonger en quelque sorte la maison sur l'extérieur. D'ailleurs, cette maison était faite de sorte à ce qu'on passe d'un espace minimum de 40 mètres carrés pour aller jusqu'à plus de 200 mètres carrés habitables par le jeu justement de cet emboîtement des espaces les uns dans les autres. Alors, petit à petit, bien sûr, tout ça m'a permis de formuler. Alors, j'ai mis un dessin d'un autre dessinateur merveilleux, on pourrait dire à l'égal d'André, qui est donc Tesseno. Tesseno, c'est architecte allemand du début du XXe siècle qui revendiquait, lui, une modernité qui était humaine, c'est-à-dire qui voulait bâtir des maisons avec les hommes et surtout avec des artisans. Et on voit donc son travail, j'ai mis ce beau dessin parce qu'en même temps, il y a cette pergola extérieure qui accueille la végétation et qui crée un espace de vie qui prolonge donc l'habitation. Vous voyez que toujours dans l'architecture vernaculaire, on va retrouver à peu près cette constante, c'est que c'est l'homme qui s'adapte
aux variations climatiques et non pas donc par les dispositifs spatiaux qu'il va utiliser dans son architecture, et on ne va pas faire, au contraire, on va par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la maison Bugiste, il n'y a que l'espace central qui est chauffé. Les autres pièces ne sont pas chauffées, donc elles servent d'espace tampon et elles permettent. Alors ici, vous avez un petit peu un exemple quasiment. Alors j'ai mis le dessin que j'avais fait à l'origine pour le concours. Alors je m'excuse, mon anglais a guère évolué d'ailleurs, mais enfin il était vraiment très mauvais à ce moment-là. J'avais expliqué qu'effectivement ma maison, le concept de cette maison, il partait de l'analyse et de la compréhension de l'architecture vernaculaire qui donne à chacun des espaces un sens, une signification et un rôle sur le plan climatique. Alors, souvent, on dit, l'architecture, voilà, ça c'est le dessin de cette petite maison, dont on voit la façade nord ici, puis la façade sud de l'autre côté, hein, donc c'est la même maison mais inversée. Et j'ai toujours expliqué qu'en fait, la toiture se servait de ces exemples que j'avais, parce que j'ai peut-être pas dit, mais j'ai eu la chance de naître à la campagne, donc ça m'a facilité les choses pour comprendre cette architecture vernaculaire. Et les paysans, dans un souci tout à fait légitime d'économie, quand ils font quelque chose, ils le font avec ce qu'ils ont de disponible sous la main. D'ailleurs, André pourrait nous le dire aussi, quand il a construit la poste de Gardaïa, il me l'a toujours expliqué, il a bâti avec ce qui, à ce moment-là, il avait sous la main, c'était des agglomérés de béton. Il a construit une partie avec des agglomérés de béton parce qu'il les avait disponibles. Comme il est allé à Mopti ensuite travailler avec ce qu'il avait de disponible, qui était la terre et les savoir-faire des maçons qui construisaient donc le banco, qui est une méthode de construction en terre, donc qui est très répandue évidemment dans tout le Sub-Sahara et le Mali en particulier. Et donc cet emprunt à j'allais dire, cette attitude vernaculaire, c'est-à-dire quand le paysan il construit son abri, son hangar pour y mettre sa paille, son foin, eh bien il va prendre ce qu'il a de disponible, qui n'est pas cher, et qui est efficace, et donc cette toiture en tôle. Et donc on peut se poser la question, bien sûr, maintenant, de se dire, mais est-ce que le vernaculaire, c'est pas quelque chose qui peut évoluer? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas faire un vernaculaire contemporain? Alors je dis ça à dessein parce que quand j'ai remporté ce concours donc d'énergie solaire européen, là, donc énergie solaire passive, pardon. Le projet avait attiré l'attention d'un journaliste qui était Patrice Goulet, qui travaillait donc dans une revue à ce moment-là, et il m'avait dit, bon, je vais publier cette maison, mais dis-moi ce que c'est. Dis-moi comment tu pourrais la qualifier. Et je lui avais dit, tu sais, c'est du vernaculaire d'avant-garde. Et il avait dit, oui, très bien, parfait. Donc il avait publié un article qui s'appelait donc vernaculaire d'avant-garde de cette petite maison. Enfin, il avait dit vernaculaire et d'avant-garde, ce qui peut, sur le plan sémantique, faire une légère différence. Mais enfin, il l'avait quand même accepté. Et je pense qu'effectivement, le vernaculaire, c'est une attitude qui consiste à travailler avec ce qui est disponible et surtout donc avec les matériaux, bien sûr, matériaux naturels si possible. J'expliquerai aussi pourquoi là-dessus, mais enfin, je pense que vous le comprenez assez bien. C'est que c'est une attitude qui peut être totalement contemporaine. Alors, on va voir que cette référence au vernaculaire, elle est quasiment un peu toujours présente dans mon travail en permanence, d'abord parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc j'étudie, je voyage beaucoup, je regarde, j'aime comprendre. Et on voit bien même comment dans un bâtiment comme celui de l'école d'architecture de Lyon, on trouve un renvoi, donc un bâtiment qu'on a construit, donc l'école d'architecture, avec un soubassement lourd et quelque chose de plus léger en bois au-dessus, correspond aussi à quelque chose qui est de l'ordre donc du climatique, du confort. C'est-à-dire que le soubassement lourd, c'est à forte inertie et ça vient en quelque sorte
apporter un socle, j'allais dire, d'inertie aux parties qui sont au-dessus. C'est exactement ce qui fonctionne comme on le voit ici dans l'architecture savoyarde. On a cette construction en bois dans laquelle sont donc soit les fenils ou les habitations qui viennent en quelque sorte s'appuyer sur un soubassement. Et tout ça, par le fil un peu quelque sorte de la réflexion permanente, va nous amener à comprendre que dans l'architecture vernaculaire, les choses fonctionnent parce que les espaces qui viennent s'emboîter les uns dans les autres créent ce qu'on appelle, ce qu'on a nommé à un moment donné dans notre travail, un microclimat. Et cette dimension microclimatique, eh bien, on la trouve dans ce grand bâtiment qu'on a construit à Herne, en Allemagne, donc dans la Ruhr, où les espaces en quelque sorte habitables ou les espaces fonctionnels, comme on le voit sur le croquis qui est dessous, sont enfermés dans un autre espace plus large qui fonctionne comme un espace tampon. Et on est exactement dans le même schéma que cette maison bugiste où l'espace principal d'habitation, il est au centre, c'est le sol qui soit chauffé, et il est entouré par une succession de pièces tout autour qui forment des espaces tampons, qui forment en quelque sorte des microclimats. Et cette idée-là, bien sûr, elle est un peu centrale dans notre travail de recherche d'une architecture climatique et qui cherche à faire des économies d'énergie. Bien sûr, il faut voir là-dessus que d'autres architectes ont travaillé dans cette perspective-là, dont l'un, très important, peu connu mais essentiel à mon avis, c'est Ralph Erskine. Ralph Erskine, qui est un architecte anglais qui a travaillé, qui a fait une partie de sa carrière en Suède et qui avait commencé à travailler sur des projets pour l'Arctique. Et c'est ce qu'on voit dans ce dessin qu'on a tout à fait en haut. André a montré tout à l'heure l'igloo qui est dans sa... Vous savez que la sphère, c'est le minimum de surface par rapport au maximum de volume. Donc la sphère, qui en plus représente des possibilités d'être construite de manière assez simple, si on veut bien, sans même échafaudage, eh bien cette sphère devient aussi un élément, c'est ce qui va être développé par Buckminster Fuller dans ses grands projets, et bien sûr ce fameux dessin qu'il avait fait sur New York, où il avait couvert Manhattan d'une grande bulle en disant, ben voilà, si on veut protéger climatiquement Manhattan, on va faire une grande bulle. Ben, on est exactement dans cette conception qui en fait provient du vernaculaire. Alors, bien sûr, ça c'est d'autres références, c'est les maisons en terre à l'île d'Abo. Tu as là, donc André a fait aussi quelques maisons en terre dans ce projet de l'île d'Abo, et on voit très bien qu'ici il y a une parenté assez forte entre ces architectures savoyardes ici, c'est la Tarentaise, qui pour construire en quelque sorte un espace devant la maison, parce que l'intérêt c'est qu'on protège le mur de la maison, comme ici on l'a sur l'île d'Abo, le pisé est protégé par cette avancée de toit, et on a donc ces grandes colonnes qui délimitent une sorte d'espace à nouveau, un espace climatique, un espace donc tampon devant la maison qui joue son rôle. Voilà, donc c'est toujours dans ces formes d'inspiration. Je voudrais vous parler maintenant donc d'un autre projet qui bien sûr revêt une certaine importance dans notre travail sur des architectures donc climatiques. C'est une maison donc qu'on a construite qui était notre propre maison, notre maison familiale. Donc qui existe toujours d'ailleurs, qui est visitable. Alors ici, c'est une référence bien sûr au vernaculaire, mais vous allez voir qu'elle fonctionne d'une manière secondaire, c'est-à-dire que c'est
c'est en s'inspirant d'autres architectes qui avaient été inspirés par le vernaculaire que cette maison était faite. À un moment donné de notre travail, au niveau de l'agence, on avait imaginé même que quand on connaît les problèmes qui d'ailleurs deviennent de plus en plus lourds aujourd'hui, donc qui sont la pollution, pollution des sols, l'encombrement des territoires par des constructions, eh bien, il nous paraissait indispensable peut-être d'imaginer une architecture plus légère, une architecture qui en quelque sorte on pouvait démonter et emporter, trimballer, peut-être aller la monter ailleurs, de sorte à même pouvoir laisser le terrain exactement comme il l'était avant qu'on construise. Donc c'est cette maison-là qu'on avait imaginée, qui est une maison familiale, qui en plus pouvait avoir des excroissances, puisque au départ on avait construit que la partie du rez-de-chaussée, qui était une sorte d'immense espace assez ouvert, avec au nord des espaces, tous les espaces de service étaient au nord. Donc on voit bien aussi la logique, l'espace tampon, toujours au nord, la grande toiture, la grande toile, là, comme ça, qui vient couvrir la maison. Et qui permet aussi une ventilation traversante au-dessus de la maison et qui la protège bien sûr à la fois de la pluie et de l'ensoleillement durant l'été, puisque la toiture déborde très très largement au sud. En fait, cette maison donc va nous ramener quelque part à l'idée du Japon. Et dans le fond, c'est pas par hasard, parce qu'en cherchant à faire une maison légère qui ne touche pas en quelque sorte le sol ou qui puisse se remonter facilement, on est, j'allais dire, de fait retombé sur l'architecture japonaise. Et je pense que l'admiration que je peux porter à Hiroshige, qui fait cette manière de dessiner les maisons japonaises qu'on retrouve même dans tous les dessins que je peux faire, vous l'avez même vu dans des dessins précédents, ces perspectives cavalières, c'est aussi une manière de représenter l'espace qui m'est très satisfaisante. Et on voit bien dans les dessins, le dessin de la maison, la photo, puisque vous voyez là-haut l'image, enfin ce qu'on percevait depuis l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Donc on a immédiatement une référence évidente au Japon. Mais pas seulement, puisque dans cette maison, dont on voit une image de nuit ici, c'était aussi la référence à celui que je considère comme le plus grand architecte du XXe siècle, qui est Jean Prouvé. Et j'ai dit à dessein architecte, donc qui va imaginer pour une maison tropicale exactement ce concept, c'est-à-dire d'une toiture qui vient couvrir des bâtiments qui sont au-dessous et qui vont permettre justement la ventilation et le confort de cette maison, avec, vous voyez, même une petite cheminée qui permettait à la ventilation de remonter par-dessus. Cette architecture de Jean Prouvé, dont on voit ici un des prototypes construits dans le désert, eh bien, elle s'inspire tout à fait des architectures vernaculaires, comme ici, je crois que c'est en Malaisie, où on a ces grandes toitures qui effectivement couvrent des espaces. La maison se détache du sol même, elle permet à l'air de circuler un peu partout et de produire le confort de manière la plus efficace possible, sans avoir aucune énergie nécessaire pour renforcer ce confort. Vous voyez qu'il n'y a pas de climatisation installée sur ces... Alors, cette inspiration-là, elle a donné lieu à toute une famille de projets qu'on a fait. Alors, je sais pas... Oui, ah bah tiens, ça marchait. Ça, c'était un projet pour la Cité de la Musique à Paris, à la Villette,
Donc on a bien sûr une grande toiture en verre. Ça, c'est un projet où on avait obtenu un 3e prix au concours international du centre Indira Gandhi à New Delhi. Ça, c'est un projet pour le Maroc, d'un centre de formation. Donc on voit bien toujours, ça c'est le projet de New Delhi. Et on voit bien que cette idée de cette grande toiture, ce grand élément qui vient protéger des espaces qui sont en dessous, permettent effectivement de créer des conditions climatiques au-dessous de ces espaces qui rendent les espaces, les fonctions donc pour lesquelles ce bâtiment est créé, qu'elles rendent ces fonctions donc beaucoup plus faciles à maintenir le confort. Donc on a bien, c'est assez bête hein, quand on veut bien regarder, c'est quand vous avez un parapluie, quand il pleut, ben vous mettez un parapluie, ben d'un seul coup vous êtes au sec. Hein, ben vous avez créé un microclimat pour vous. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Alors je voudrais en 3e point vous montrer aussi, c'est une manufacture contemporaine. Donc on va voir que, bien sûr, pour l'instant, j'ai surtout parlé d'habitation, hein, mais je pense, et je vais vous montrer 2 nouveaux exemples, celle-ci pour une manufacture contemporaine, c'est un projet malheureusement qui n'a pas été construit puisque c'était un concours organisé par la société Hermès. Mais je voudrais vous montrer comment cette inspiration vernaculaire peut tout à fait être aussi valable pour des bâtiments qui ne sont pas strictement des habitations, et on va le voir aussi même pour des conceptions urbaines. Donc ce projet, c'est un projet qui a été fait donc pour la société Hermès. Donc c'est une maroquinerie qui est construite, qui s'est construite bien sûr, c'est pas nous qui l'avons fait bien sûr, dans le Dauphiné entre Lyon et Grenoble. Bien sûr, dans cette conception, il y a l'idée que la société Hermès est une société qui s'appuie sur la qualité des matériaux, sur l'excellence des savoir-faire de ses artisans, qui travaillent d'ailleurs par petits groupes de 30. Donc l'idée a été de faire des ateliers indépendants qui vont être regroupés autour d'une distribution centrale. Et bien sûr, tout ça est baigné dans l'environnement, dans un environnement très privilégié, assez vert, donc dans cette région du Dauphiné. Il faut dire aussi quand même que la révolution industrielle a détruit le travail de l'homme, qui n'est devenu plus qu'un élément d'un univers plus complexe qu'on appelle une usine. Et on avait cherché aussi, bien sûr, dans les grandes références, vous voyez que la référence vernaculaire, je peux dire, elle peut s'appuyer aussi sur autre chose que de l'habitation, puisque ça, c'est les salines de Chaux, de Ledoux, qui sont effectivement une vision d'une manière de travailler. Donc, manufacture, ça veut bien dire, donc à la main. On fait les choses à la main et donc cette saline aussi inspire notre travail dans ce cas précis, donc pour cette manufacture, mais aussi bien sûr. On a vu un exemple tout à l'heure, dans le Dauphiné, il y a ce qu'on appelle la région des terres froides. C'est cette région dont on parle, qui est donc pas très loin du village terre, donc des grands ateliers vers l'île d'Abo. Et ces maisons sont en pisé magnifique. Donc ce sont des grandes bâtisses comme ça, très compactes, toujours. Hein, on retrouve l'idée de la compacité. Et des grandes toitures comme ça qui permettent de couvrir très largement ces espaces. Et c'est cette inspiration-là qu'on va retrouver dans le projet, puisqu'on va même imaginer, et on le voit ici dans son principe, c'est-à-dire que c'est la grande toiture qui construite et imaginée avec des petits bois. Donc là, je travaille beaucoup avec un ingénieur que j'aime beaucoup, donc qui est Jacques Anglade, et qui me sert de compère toujours à chaque fois dans mes projets. C'est d'imaginer donc une structure en petits bois, parce que la ressource aujourd'hui des grands bois, elle est
plus trop évidente, surtout dans nos forêts françaises. Quand on veut travailler avec des bois qui sont locaux, c'est toujours beaucoup plus difficile. Et ici, la quantité de bois qui nous était nécessaire pour couvrir tout cet ensemble nous a fait imaginer cette structure un petit peu d'ailleurs japonaise, mais en même temps aussi qui organise le vide au-dessus des ateliers pour pouvoir créer la ventilation. Et comme ces ateliers sont plantés aussi dans des espaces végétalisés où on récupère aussi l'eau pour l'eau de pluie, pour alimenter des bassins qui sont autour, donc tout cet ensemble peut être rafraîchi naturellement grâce à ce dispositif spatial au demeurant excessivement simple. Alors, bien sûr, vous savez qu'aujourd'hui, la terre, le pisé, c'est une solution qui coûte relativement cher, puisque malheureusement, j'ai fait de nombreux projets pour utiliser la terre après les habitations que j'ai fait à l'île d'Abo, et ça a toujours été, et ça, ici encore une fois, c'était le problème, le pisé était assez trop cher, donc on a perdu ce concours à cause du prix du pisé qui ici avait été imaginé préfabriqué. Donc parce que le problème souvent à utiliser les matériaux naturels et les technologies naturelles, c'est que les technologies traditionnelles, de mise en œuvre de ces matériaux naturels, c'est que elles se faisaient souvent dans des temps et des temporalités qui ne sont plus celles de la construction contemporaine. C'est-à-dire que les paysans, ils construisaient leur pisé pendant l'hiver, quand les travaux des champs les laissaient un peu plus de liberté. Et donc, ce qui est inimaginable aujourd'hui, on est obligé donc de construire le pisé, j'allais dire, quelle que soit la température, quels que soient les éléments, s'il pleut, s'il neige, s'il vente, etc. Et ces matériaux, bien sûr, sont sensibles à ces conditions variables. Et donc, on est toujours confronté à cette extrême difficulté. La solution, c'est bien sûr de faire, dans le cas de pisé préfabriqué, des bâtiments qui les protègent pour fabriquer en dessous, mais on imagine tout de suite les surcoûts que représentent de telles dispositions. Alors, je voudrais juste terminer là, peut-être un peu rapidement, parce que je voudrais vous parler aussi que l'inspiration vernaculaire, dans le fond, elle peut être aussi quelque chose qui s'appuie, elle peut être aussi quelque chose d'extrêmement utile et d'extrêmement fort pour imaginer des villes et les villes du futur. J'ai fait une étude il y a quelques années déjà pour la ville de Montpellier du développement d'un quartier. Et j'avais décidé d'apporter la démonstration qu'on pouvait faire une ville extrêmement dense, qui pouvait se passer entièrement des véhicules, de l'automobile, de tout, et fonctionner essentiellement sur les ressources naturelles et la manière donc de penser et de faire l'espace. Et tout ça s'appuie tout simplement sur l'analyse et la compréhension des villes traditionnelles. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ça, je mets toujours cette belle image parce que, évidemment, à la fois parce que j'étais impressionné par ce tableau qui est à Dresde, en Allemagne, donc à la Pinakothek. Il y a toute une série, là j'en ai mis qu'un, mais il y a toute une série de tableaux qui a peint Bellotto. Bellotto, c'était on l'appelait aussi Canaletto le jeune, donc c'était le neveu de Canaletto, donc vous connaissez les peintures de Canaletto, du Grand Canal, donc cette espèce de description assez minutieuse, effectivement, des scènes vénitiennes et de l'architecture. Et Bellotto, qui était donc son disciple, avait été appelé par le prince de Saxe pour venir peindre les bords de l'Elbe. Et il y a de très très belles peintures. Ici, c'est la ville de Pirna.
Et ce qui m'intéresse dans cette image, c'est cette relation extrêmement harmonieuse entre la ville et la campagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mépris de la ville vis-à-vis de la campagne, puisque la ville sait qu'elle dépend de la campagne pour être nourrie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aujourd'hui, et c'est ça qui me désespère, c'est de voir cette croissance urbaine effrénée qui massacre les espaces cultivables. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne pour survivre n'est plus atteinte si on divise la population mondiale par les surfaces cultivables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour chaque nouvel enfant qui naît sur Terre, on devrait supprimer des morceaux de ville pour reconquérir les terres cultivables. Donc vous voyez, on en est encore loin. Il faudrait déjà même ne plus construire, mais il faudrait même démolir. Donc bonjour la croissance dont on nous bassine tous les jours. Mais enfin bon, c'est un autre sujet qu'on va peut-être pas aborder. Donc c'est pour ça que j'intitule d'ailleurs cet exposé quand je le fais. Là, j'en ai fait une version très raccourcie. C'est que dans le fond, le futur des villes est dans leur passé. Et c'est en m'appuyant sur cette analyse des villes historiques, traditionnelles, que j'ai imaginé cet ensemble où je suis parti de l'idée qu'il fallait loger des gens sur une surface qui fasse que leur déplacement à pied ne soit pas supérieur à quelques dizaines de minutes, 10, 20 minutes à peu près. Et donc, j'ai essayé de faire l'hypothèse pour voir la densité que j'obtiens. Évidemment, on obtient une densité énorme, surtout quand mes blocs, comme vous le voyez, mes blocs d'habitation sont extrêmement serrés, avec des rues très très étroites entre elles. Alors, n'oublions pas que nous sommes à Montpellier, hein, donc on est proche de la Méditerranée. Puis avec l'augmentation de la température mondiale, on sera bientôt comme au sud du Sahara. Mais bon, pour l'instant, on est encore comme ça. Mais donc ces blocs sont très serrés, donc il y a toute une hypothèse avec des grands espaces disponibles, des grandes places qui viennent ouvrir tous ces ensembles extrêmement denses. Les immeubles sont très hauts, donc ils font de l'ordre de 30 à 35 mètres de haut. Les planchers sont des grandes hauteurs sous plafond, systématiquement. Ça, c'est une évidence parce que c'est comme ça qu'on peut organiser le mieux le confort à l'intérieur de l'appartement, puisque grâce à la stratification de la chaleur, on peut obtenir le confort, donc on se met au plus près du sol. Tout ça, je l'ai appris bien sûr avec André, qui en fait toujours des très très belles démonstrations dessinées, où il montre que plus on descend au sud et plus on descend proche du sol, puisqu'évidemment le confort naturel, si je puis dire, se trouve près du sol en fonction donc de l'élévation de température. Donc plus il fait chaud et plus on vient s'asseoir près du sol. Donc cette idée qu'on trouve bien sûr dans toute l'architecture méditerranéenne, c'est effectivement la grande hauteur sous plafond. Ensuite, ces immeubles alors ça c'est la deuxième hypothèse qui me paraît fondamentale, c'est celle de retrouver la ville où toutes les fonctions sont superposées et non plus dissociées. C'est-à-dire, il faut déclarer la fin du zoning. Le zoning, c'est terrible parce que c'est ce qui nous tue, puisque tout simplement ça nous oblige à utiliser la bagnole, les transports en commun, enfin tout ce qu'on voudra, toutes sortes de modes de déplacement qu'on n'aurait pas besoin si effectivement les commerces, les écoles, l'activité, les hôpitaux, tout ce que vous voudrez se trouve au pied des immeubles. Donc ici l'idée c'est de tout mettre au pied des immeubles, toutes ces activités humaines, et ensuite les habitations se trouvent dans les étages supérieurs. Donc ça c'est... Et puis vous voyez que ces immeubles s'appuient eux aussi donc sur des grands soubassements, des caves même, où on pourrait même imaginer, comme ça l'a été dans beaucoup de villes traditionnelles, et même l'une que vous devez connaître absolument, qui est celle sur laquelle nos pieds reposent aujourd'hui, c'est-à-dire à Paris, c'est-à-dire qu'on a puisé dans les sous-sols pour construire les habitations qui sont au-dessus. Et dans beaucoup d'endroits, effectivement, la première des choses, c'est que
le creusement du terrain qui forme ensuite la cave, fournit les matériaux qui permettent au bâtiment de se construire au-dessus. Donc, bien sûr, l'idée des arcades qui protègent du soleil, qui nous permettent d'être donc complètement à l'abri. Alors tout ça, ça s'appuie effectivement sur simplement regarder l'architecture vernaculaire. Ici, vous avez deux exemples où on voit bien que quand on construisait, on cherchait à préserver au maximum les espaces cultivables. Et on le voit bien ici, même dans certaines régions, comme on le voit là-bas sur la gauche, on utilisait très souvent, les implantations humaines sont toujours dans les endroits où c'est le plus difficile à cultiver. Donc souvent dans des endroits extrêmement escarpés, où les maisons, comme vous le voyez là-bas, sont les unes sur les autres. Là, l'autre photo est celle d'une ville au Yémen, où on voit bien la concentration, la densité, le regroupement des hommes sur des surfaces les plus limitées possibles, parce que justement elles préservent les surfaces cultivables. Donc c'est cette relation, comment dirais-je, cet équilibre, cette harmonie entre la partie bâtie, construite des hommes, où ils vivent, où ils ont leurs activités d'échange, activités artisanales, préserve au maximum, on cherche à préserver au maximum les espaces cultivables. Aujourd'hui, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que, bien sûr, vous imaginez que dans le premier exemple là-bas, on ne peut pas rouler en voiture là-dedans. Donc aujourd'hui, quand on fait des lotissements, notamment, il y en a tout autour de Montpellier sur j'allais dire des centaines de kilomètres carrés facilement, eh bien ce sont des lotissements à perte de vue où pour y aller il faut construire des routes et encore des routes, et on construit tout ça dans les endroits qui sont cultivables, justement parce que les endroits sont plats, parce qu'avec la voiture on roule sur les endroits plats, et qu'effectivement dans l'exemple qui est là-bas on ne peut pas rouler en voiture, donc il faut qu'on marche à pied. Alors tout ça s'inspire bien sûr, je n'ai pas besoin de vous montrer tous ces plans, mais vous voyez que les villes, là-bas c'est une partie du centre de Montpellier, vous voyez que la densité, l'hyperdensité, la sinuosité des rues aussi qui évite au vent de pénétrer en rafale, qui casse le vent, qui crée de l'ombre. Donc cette hyperdensité effectivement est celle tout simplement de nos villes traditionnelles. Et donc si on veut construire développement durable ou faire des écoquartiers, les écoquartiers ils existent déjà depuis longtemps, hein, et vous en avez un exemple là-haut. Donc on se demande pourquoi on devrait encore inventer, ça suffit effectivement voilà. Alors j'ai pas dit aussi bien sûr que dans tout ça les toilettes sont sèches, on récupère l'eau des toitures pour les emmener dans les caves, les logements sont très profonds, vous voyez ici le bâtiment de Gaudi, la Pedrera, donc avec des profondeurs d'appartements extrêmement grandes, de l'ordre d'une 15-20 mètres facilement, et comme vous le voyez dans des dispositions, donc ça fait des grands puits intérieurs, hein, allez à Barcelone, vous verrez ces grandes profondeurs d'immeubles, et avec des cours, alors ça c'est la cour principale, mais vous voyez il y a des puits aussi qui descendent, ce qui fait que, puisqu'on peut visiter un des appartements, il est ouvert aujourd'hui au public, vous vous promenez dans l'appartement et constamment toutes les pièces sont sur un espace extérieur. Elles ouvrent sur l'espace extérieur. Donc, c'est extraordinaire parce que finalement, ça résulte d'un dispositif excessivement simple, mais qui permet d'obtenir un grand confort parce qu'évidemment, ces puits verticaux organisent une ventilation, on puise l'air frais qui est au fond des rues parce que les rues, elles sont extrêmement étroites, comme vous le voyez ici, hein, c'est une rue de Montpellier, ça c'est des rues à Gênes. Toutes ces rues étaient extrêmement profondes, créaient de l'ombre, donc de la fraîcheur, donc du confort, et les habitations donc prenaient la lumière parce que les bâtiments tout autour sont souvent de couleur claire, et alors
Hein, des fois, on se demande pourquoi on fait du noir aujourd'hui, mais enfin bon, c'était quand même assez intelligent de faire des choses claires hein, pour renvoyer la lumière. Les ressources, bien, vous avez le Yémen qui est toujours cité comme cet exemple de bâtiments très hauts en pierre ou en terre d'ailleurs, mais en même temps, au passage, je voudrais vous dire qu'à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, il y a des maisons en pisé qui font 30 mètres de haut, hein, donc il faut le savoir. Donc, bien sûr, elles sont enduites, alors on voit pas le pisé directement, mais il est là, bien présent, et c'est un système de construction traditionnel qui est tout à fait apte à faire des immeubles de très grande hauteur. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la carrière, des ressources naturelles. Vous savez que je suis très attaché à construire en pierre massive. Alors là, on va passer un peu vite, mais c'est aussi des inspirations. Vous voyez, là-bas en bas, vous avez des habitats troglodytes en Chine. Donc un petit peu au-dessus aussi, donc là on est creusé dans le terrain, là ils ont creusé la masse rocheuse, donc on peut, vous voyez, il y a un immeuble d'habitation entier là dans ce rocher, c'est assez fabuleux. Vous avez aussi en Italie, donc dans les, je sais plus quelle est la région précise, je vais vous la retrouver, on est là dans les, non, je n'ai pas noté. On a aussi tout un système de rafraîchissement par le fait d'augmenter l'inertie qui peut aller, comme vous l'avez vu, jusque dans l'idée d'être enterré sous terre. Les protections solaires des rues, vous les connaissez tous, Séville, en Espagne, ici c'est une vieille peinture du Béziers ancien, donc vous voyez qu'il y a des manières aussi de protéger les rues, d'être à l'abri. Les arcades, qui sont des lieux aussi, je vais aller un peu vite parce que j'ai l'impression qu'on va déborder là, non? On n'est pas trop en retard là, ça va? Hop, ça passe plus loin. Oui, toc, toc, hein, 5 minutes, hop, donc on va aller vite. Alors, ça, c'est des images, effectivement, donc à Matera, en Italie, où on voit qu'il y a tout un système sophistiqué de récupération de l'eau dans des citernes internes qui vont permettre de passer donc les périodes de sécheresse avec une réserve d'eau qui est intégrée directement dans la maison. Donc tout ça, c'est des dispositifs simples qui peuvent être mis en place. Donc j'ai fait des schémas pour montrer comment, effectivement, soit on fait des infiltrations sur place. Par exemple, dans le MZAB, et évidemment, André l'a pas, mais je vous conseille bien sûr son très beau livre qui s'appelle donc Une leçon d'architecture, le MZAB, une leçon d'architecture, et notamment, par exemple, chez les Mozabites, dans la vallée du MZAB, ils créent des barrages dans la vallée pour arrêter l'eau, puisqu'il ne pleut que tous les 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement la fréquence des pluies, donc il faut retenir cette eau, et on la fait s'infiltrer sur place, de sorte ensuite à nourrir en quelque sorte la nappe phréatique qui est donc dans les palmeraies, et ensuite donc on vient puiser dedans avec des puits, un dispositif très intelligent que André a très très bien dessiné, donc qui remonte l'eau à la surface pour arroser les jardins, etc. Donc on voit bien que ces dispositions donc faites par les hommes permettaient et ont permis en tous les cas dans le vallée du MZAB pendant 1000 ans des gens de vivre dans des conditions extrêmes. On pourrait faire autant d'ailleurs, je pense, si on étudiait l'architecture inuite, parce qu'on est. Alors pour simplement vous dire que si vous aviez crainte qu'on ne puisse pas bâtir des immeubles en pierre de grande hauteur, ça c'est un projet qu'on vient de faire pour la ville de Genève, qui est entièrement en pierre massive et qui fait 65 mètres de haut. Si vous deviez douter qu'on puisse faire des immeubles en pierre de 65 mètres, je vous signalerai que vous en avez déjà 2 tours de 65 mètres, là, ici à Paris. Vous pouvez aller les voir. Ils sont sur l'île de la Cité. C'est Notre-Dame.
C'est 2 tours qui font 65 mètres. Hein, donc, si vous aviez des craintes. Alors ça, c'est aussi, bien sûr, des projets récents qu'on vient de faire en pierre entièrement. Donc là aussi, on a toujours les dispositifs de ventilation naturelle traversant des espaces tampons devant les façades, etc., etc. On est toujours, effectivement, dans notre travail, dans une inspiration vernaculaire qui finalement nous conduit à une sorte de rigueur et de simplicité qui ressemble à de l'architecture vernaculaire. Merci. Bon. Alors, moi je vais surtout apporter un témoignage de l'influence d'André Ravero sur mon parcours et vous raconter comment je l'ai rencontré. Eh bien, j'ai connu André Ravero à la fin des années 70, lorsque j'étais encore étudiante à l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. À ce moment-là, notre enseignement était très imprégné par un courant où l'on mettait en avant les architectes modernistes comme Wright, Mies van der Rohe, Richard de Traal, Louis Kahn et Le Corbusier et d'autres grands précurseurs de la modernité. Déjà, chez Wright, on découvrait un architecte sensible au climat, à l'orientation et à l'adaptation au site. Marcel Lotz, Candilis, Hassan Fethri, avec l'expérience de Gournat, et André Ravero avec celle de Gardaïa, venaient compléter ces références et surtout introduire la notion de site, la notion du lieu et rétablir l'équilibre, donnant au site, au climat et à l'humain une importance majeure dans leur approche. Parallèlement, l'enseignement était porté sur la connaissance des architectures vernaculaires locales, des villes du sud comme El Oued, Biskra et Gardaïa, ou encore du nord et sur la côte comme la Casbah d'Alger. L'architecture bioclimatique était déjà un enseignement obligatoire en fin de cursus et les voyages d'études s'orientaient plutôt vers la découverte des villes du désert. C'est ainsi qu'en 1977, j'ai rencontré pour la première fois André Ravero à Gardaïa, où il dirigeait à ce moment-là l'atelier du désert qu'il avait créé après avoir quitté l'agence du plan d'Alger. Il avait déjà élaboré le plan d'urbanisme de Gardaïa en 1962 avec Jean-Jacques Deluz et Robert Heinsberger. À l'atelier du désert, le site de Gardaïa, son implantation et l'organisation urbaine exceptionnelle de la ville, son architecture millénaire, sobre et esthétique, son mode de conception rationnel, l'adaptation du bâti aux conditions d'ensoleillement et aux grands écarts de température sont systématiquement relevés, décomposés, étudiés, analysés, interprétés et commentés par André. Il s'intéressait à l'architecture locale et défendait la modernité à partir de l'existant. Gardaïa devient un référent de la philosophie d'André Ravero. Par la suite, jeune architecte, ayant la direction de mon premier PSMV, donc plan de sauvegarde et de mise en valeur en 1980, celui de la ville historique d'Alger, la Casbah d'Alger, et du projet de restauration d'un ensemble composé d'une douzaine de maisons et de grands palais du XVIIIe siècle, architecture de l'époque ottomane, dans le périmètre de sauvegarde. J'eus alors le privilège d'être la collaboratrice d'André Ravero sur ce projet dont il avait la responsabilité en tant qu'expert de l'UNESCO. Je parle du Bastion 23. En tant qu'expert de l'UNESCO et de travailler avec lui au quotidien qui m'a beaucoup enrichi sur l'importance de la connaissance, de l'interprétation et de la réinterprétation surtout. Alors, dans ce contact quotidien, je fus séduite par la simplicité et la clarté des propos d'André Ravero sur l'architecture, propos toujours accompagnés de croquis, de dessins d'une précision surprenante,
où se mêlaient détails constructifs, système d'aération naturelle, vue sur le paysage, orientation et ensoleillement et adaptation au site. Séduite également par son engagement et sa force de travail, mais surtout et avant tout par sa pensée rationnelle, sa recherche de la vérité structurelle et de la justesse, sa pensée soucieuse de l'économie des ressources, de la matière et du travail, et de l'adéquation du bâti avec son environnement, le climat, le paysage, les usages et les coutumes locales. Sa posture architecturale défendait d'abord l'adaptation au site et au climat par une conception sensée et l'utilisation des matériaux locaux. Et comme le disait tout à l'heure Gilles Perrodin, André, justement sur ses projets, préférait utiliser les matériaux que les maçons et les entreprises avaient l'habitude d'utiliser, avec lesquels ils savaient construire, donc les agglomérés et le parpaing. Pour André Ravero, l'intelligence de l'architecture sans architecte était dictée par l'utilisation judicieuse et réfléchie de l'espace en fonction du besoin et du confort naturel dans les zones climatiques extrêmes de chaleur ou des zones au climat modéré, c'est le cas pour les villes algériennes qu'il a étudiées. Et cette adaptation au climat, il l'explique avec la même simplicité et les mêmes arguments pour les climats très froids du nord de l'Europe. Les trois postures majeures que m'ont enseigné la démarche et la personnalité d'architecte d'André Ravero sont d'abord le rôle du dessin, essentiel dans l'acte de compréhension et d'interprétation du geste bâtisseur qui répond à la question fondamentale de comprendre l'architecture et saisir ses règles. Deuxièmement, l'effort de compréhension et d'interprétation toujours des facteurs du site, du climat et des matériaux appropriés et par conséquent le confort naturel et le bien-être ressenti dans ces constructions. Et enfin, l'acte de saisir les qualités du site et du bâti pour les réinterpréter, s'en inspirer pour des réalisations futures avec la capacité à conjuguer intelligemment tradition et modernité, sans jamais se laisser enfermer dans une vision passéiste qui produirait du pastiche. Le pari consiste à donner une signification contemporaine à l'architecture sans rejeter les règles et les enseignements du passé. À cela s'ajoute la notion d'économie, d'énergie, de la matière et du travail, toujours présente dans la mise en œuvre par l'utilisation des matériaux locaux appropriés aux conditions climatiques, le souci de l'environnement et le respect du lieu et de l'humain. En fait, tout ce que l'on désigne aujourd'hui par le développement durable et l'architecture bioclimatique. La pensée d'André Ravero est fondée par le rationalisme structurel hérité de son maître Auguste Perret et conjuguée avec son intérêt de mettre en adéquation le bâti, son environnement naturel et climatique. Il avait et a toujours cette attention particulière sur le fonctionnement de l'objet bâti. À travers la leçon d'architecture et la philosophie qu'il développe, il fait apparaître en quoi l'exemple de Gardaïa, ville construite au Xe siècle, tant sur le plan architectural que sur le plan urbain, reste proche de nos préoccupations et nos problèmes contemporains. Convaincu par l'engagement intellectuel et la philosophie d'André Ravero, j'ai naturellement dirigé mon enseignement dans la requête de cette architecture intelligente, simple et adaptée à la connaissance approfondie du site et du contexte environnemental et du bâti dans toutes ses valeurs était essentielle. Son influence sur mon parcours est indéniable. Se posait alors un problème de responsabilité intellectuelle et d'engagement pédagogique. Il fallait pérenniser la philosophie d'André Ravero dans ma pédagogie, tel était le défi. Et, enfin, le lien à travers un enseignement qui engage la prise de conscience chez les jeunes et futurs architectes, prise de conscience de l'importance du rôle du relevé et de l'analyse des dispositions constructives dans l'acte et la compréhension et l'interprétation, de l'importance des facteurs contextuels, paysage, site, lieu, climat, et des contraintes liées aux usages et aux coutumes, et enfin de l'économie du projet par l'utilisation des matériaux disponibles à proximité du site.
le tout dans une démarche de projet durable d'une architecture écologique et située. Dans cette démarche, l'organisation de voyages d'études situés sur ces problématiques et les rencontres débats des étudiants avec André Ravero dans son atelier en Ardèche, à l'Antillère, complétaient les maillons d'une chaîne de transmission à travers les générations entre pionniers et héritiers. Le contact direct et simple avec André Ravero, nourri de son enseignement humble et partagé, désacralisait complètement le mythe du développement durable et de l'architecture bioclimatique pour les étudiants. Les écoles devraient instruire les futurs architectes à une attitude intellectuelle respectueuse des conditions locales, géographiques, environnementales et climatiques du lieu, en symbiose avec les conditions économiques, sociales et humaines. Étudier les architectures vernaculaires, proches et en puiser l'essence même par le relevé, la lecture, l'analyse et leur donner les outils et les moyens d'interpréter et de traduire les enseignements obtenus. Cependant, c'est un enseignement qui reste fragile. À l'école d'architecture et de paysage de Lille, le séminaire de master sur l'architecture vernaculaire, d'ailleurs très apprécié par les étudiants, a aujourd'hui disparu. Il est regrettable que cet engagement ait été insuffisamment pris en compte et que son importance ait été secondaire, voire marginale. Pourtant, l'évolution de la demande a toujours été croissante. Et je conclurai en disant qu'aujourd'hui, à l'heure de la COP21 et de la prise de conscience mondiale sur le climat, quel est l'engagement et le rôle des écoles d'architecture, là où il est encore possible d'agir en amont pour le climat? Voilà, j'étais assez brève. Sophie. Tu m'as souvent dit que, effectivement, si tu souhaiterais que se mette en place, je rebondis un peu sur les propos qui ont été dits pour les écoles d'architecture, c'est de faire 2 écoles d'architecture. Mais qu'est-ce que ça peut signifier que de faire 2 écoles d'architecture? C'est-à-dire que je pense que les étudiants peuvent aller à une école à proximité de leur habitation et de l'environnement qui y correspond. Mais pour bien comprendre, ils devraient faire une autre partie de leur enseignement dans un environnement entièrement différent. Parce qu'en vérité, c'est, comme je l'ai montré tout à l'heure sur les jeux, j'ai compris la Normandie au MZAB. Et on comprend bien un élément par le contraste. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'en fait, c'est une méthode pédagogique qui permettrait aux étudiants d'apprécier beaucoup mieux l'environnement dans lequel ils sont pour le comprendre en allant travailler ailleurs. Oui. Bon. Donc et c'est ce que tu as fait, dans le MZAB. Voilà. Donc, mais dis-moi, c'était un moment quand même où tu avais, tu travaillais comme, alors je vais pas oser le dire, architecte des monuments historiques du MZAB, puisque tu étais chargé de la conservation du MZAB à ce moment-là. Non, je dis, j'étais encore étudiant. Ah oui, ton premier voyage, tu étais encore étudiant. Mais après, quand tu as créé cet atelier du désert, qu'on a appelé l'atelier du désert, donc à ce moment-là, tu travaillais comme architecte des monuments historiques. Voilà, d'accord. Et à ce moment-là, les étudiants travaillaient sur des projets. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Dire que non, c'était pas l'atelier des monuments historiques, c'était un atelier que j'ai créé au MZAB,
qui s'appelait Régional Saharien. Oui. Et qui devait justement en même temps enregistrer toute la connaissance des milieux, de manière ensuite à pouvoir en projeter des constructions. Et on faisait ça justement en même temps. On s'en renseignait et on créait. Et ce qui m'avait donné l'intention pour les écoles en général, c'est que dans chaque milieu, on puisse monter les projets de petite grandeur que généralement les architectes ne veulent pas prendre et que ce n'est pas rentable. Et si justement plus c'est petit, ça permettrait que dans le cours d'une éducation, il puisse cerner une construction de sa naissance jusqu'à sa fin. Et je proposais que dans la même semaine, le néophyte puisse voir les fondations, le milieu et la fin, ou l'inverse, peu importe, et ça ne les empêche pas ensuite, dans l'atelier, de procéder à la création et à l'étude, mais au moins avoir la connaissance du chantier depuis le départ, alors que le premier chantier que j'ai compris, c'était le mien. Et je pense que avoir conduit et obtenir son titre alors que l'on n'a jamais mis la main à la pâte, c'est quand même un manque d'éducation. Bien, voilà qui est dit. Donc, en fait, c'était pas simplement un enseignement, j'allais dire conceptuel, c'était aussi donc un enseignement pratique, manuel. Donc, mais je crois quand même que tu as fait là-bas la poste de Gardaïa, par exemple, que tu as réalisé. C'était déjà un petit peu dans le cadre de cet atelier, non? Non, c'était dans le cadre de l'atelier. Maintenant, ça ne me revient pas, mais on a construit des écoles et des habitations. Je ne retiens pas le... Oui, d'accord. Et non seulement à Gardaïa, mais justement dans l'espace saharien. Oui. D'ailleurs, il y a quelques projets que tu as fait à Nouakchott. Quand tu es venu, tu as vu justement mon système, justement, quand que ces architectes qui étaient chargés de mission étaient accompagnés de stagiaires, de 2 stagiaires au moins, enfin, suivant l'ampleur du boulot. Et de toute manière, la menée de l'étude pouvait être constatée par davantage encore de jeunes stagiaires, alors que les stagiaires, eux, en grosse part, s'occupaient à faire les notations et les recherches pour constituer un dossier sur l'ensemble des sites. Donc on était déjà dans une forme de transmission, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait toi qui dirigeais l'atelier, et ensuite il y avait des chefs de projet, on pourrait dire, et puis des stagiaires qui venaient donc suivre cette... De tout. Voilà. D'accord. Très bien. André, est-ce que tu pourrais nous parler de Ersor? Je crois que tu devrais bien le mettre à côté. Ersor, elle t'a posé la question sur le Ersor. Qu'est-ce que c'était que Ersor? C'était Eh bien, justement, c'est ce que je viens d'évoquer. Mais à un certain moment, en Algérie, j'étais architecte des monuments historiques, et j'avais peu de moyens, et je me suis un peu impatienté. Et j'étais tenté d'aller dans une organisation qui s'appelait les villages populaires. Mais l'organisation
m'a déplu, et au moment de signer mon engagement, je m'ai retenu. Et à ce moment-là, j'ai connu un fonctionnaire de l'intérieur qui s'appelait, je ne me rappelle plus son prénom, mais il s'appelait Naïtali, c'était sa fonction au ministère de l'Intérieur d'être au courant des choses qui me connaissaient, alors que moi je ne le connaissais pas, et qui m'a dit, eh bien, votre atelier, eh bien, on va essayer de le créer. Il m'a reçu au gouvernement général pendant un mois, il m'a rédigé un décret de manière à créer l'atelier Ersor.